Donc, si vous voulez bien, on va commencer. Je vais quand même déjà vous parler de ce qu'est le collectif Femmes de Santé pour ceux et celles qui ne le connaissent pas. Donc, c'est le premier collectif de femmes de la santé et on est plus de 300 membres, presque 350. Les femmes du collectif viennent de tous les univers de la santé, que ce soit de l'hôpital, de l'entreprise, de l'administration, du milieu associatif ou même du milieu pharma, du public comme du privé, et elles peuvent avoir n'importe quelle fonction dans la santé, qu'elles soient professionnelles de santé ou qu'elles soient dirigeantes, aidantes, patientes, start-upeuses, bref, étudiantes. Elles sont toutes bienvenues dans le collectif. Alors, on a trois grandes actions dans ce collectif. Le premier, c'est s'entraider entre femmes de la santé pour nous permettre de progresser et de limiter le plafond de verre. On s'entraide à travers notamment un réseau fermé dans lequel on peut publier chacune des petites annonces ou des appels à l'aide. On a aussi une autre mission qui est de renforcer les liens entre nous, de renforcer l'information et l'expertise entre les femmes de la santé, grâce notamment à un système de networking et de conférences. Et puis enfin, chaque année, on met en lumière 13 femmes remarquables qui sont expertes dans le domaine de la santé, chacune avec leur action. Et c'est l'objet de cet événement aujourd'hui. Nous sommes très fiers. Quelques points, vous trouverez toute l'information sur Femmes de Santé sur www.femmesdesanté.fr, femmes avec un S et santé sans accent. Nous avons un hashtag qui est Femmes de Santé avec un S et sans accent tout attaché. Et nous vous invitons à relayer cet événement dans les réseaux sociaux au maximum, parce que l'union fait la force, et que nous sommes une équipe, et que si nous voulons que le collectif ait de plus en plus de poids, eh bien, il faut qu'on soit entendu. Voilà, alors je vais vous présenter, avant de vous passer le film des 13 femmes, les membres du comité d'organisation de femmes de santé, parce qu'elles sont derrière, elles sont là depuis le début, et elles orientent le collectif, et elles sont fidèles, donc elles méritent un petit peu de lumière aujourd'hui alors qu'elles sont toujours dans l'ombre. Pauline Derrien, qui est manager sur la transformation digitale dans la santé chez Orange Consulting et qui s'occupe de toute la techno aujourd'hui. Anne Schweighofer, qui est fondatrice de l'agence Patient Conseil, engagement des patients dans les projets de santé. Le docteur Isabelle Usan, qui est radiologue et qui est aussi directrice médicale de MyDocTool, qui s'occupe du lien ville-hôpital. Patricia Asensi-Ferré, qui est fondatrice de l'association Envie de résilience et du prix de la résilience professionnelle. Béate Barthès, qui est créatrice et présidente de l'association Vivre sans thyroïde et du forum de patients du même nom. Isabelle de Cugnac, qui est fondatrice de CoCréa, qui est une société de conseil en transformation digitale et en expérience patient et professionnelle. Emmanuelle Pierga, directrice du marketing et de la communication de CTM Group. Claire Portefait, directrice de la business unit prescription chez Mylan. Marie Tubeuf-Lux, présidente de Care Me Up, qui fait du conseil en e-santé, que je salue évidemment. Cécile Breton, qui fait du conseil en communication santé et qui est présidente de l'association Tribu Cancer. Lynn Guffon, Le Ganvic, qui est fondatrice de 360 Visions et Perspectives et qui fait du conseil en e-santé. Et moi, qui suis fondatrice d'Ashken et de Femmes de Santé. Nos partenaires pour cet événement, Mylan, Orange Business Services, One Health Media, le Festival de la communication santé, MedCheck Studio et managersanté.com, Éthique et la région Île-de-France et bien évidemment Ashkind. Un grand merci à Pierre Morsard, qui est le réalisateur du film. Alors, vous venez de voir le film qui présente ces 13 femmes que vous pouvez retrouver sur le site internet femmesdesanté.fr. Donc, je vous répète les noms des 13 femmes qui ont été sélectionnées. Alexia Cassard, Claire Compagnon, Françoise Héline, Cécile Reboul, Léa Moukanas, Anne-Sophie Tuzinski, Evelyne Strezinski, Christine Janin, Karine Muller, Marie-Esther Degbello, Sabrina Lebar, Bénédicte Simon et Francine Leca.
Si vous le voulez bien, maintenant, je vais introduire la table ronde. 7 d'entre elles sont là avec nous aujourd'hui. Et donc, je vais lire un peu mes notes pour introduire cette table ronde. Comme dans de nombreux secteurs, la santé peut être vue comme un système avec des coûts basés sur des actes médicaux et une efficience, le rapport efficacité sur coût. Cette approche froide et partielle laisse progressivement sa place à la value-based healthcare, ou valeur en santé, notion décrite par Michael Porter dans le New England Journal of Medicine en 2010. Cette seconde approche propose de mettre au regard des coûts les résultats qui importent aux patients et non uniquement les actes. Donc, c'est la première fois qu'on se retrouve à calculer des coûts qui sont liés aux besoins des patients et qu'on traite ça en vision en 360 degrés pour prendre un langage qui est cher à mon cœur, qui est celui de la publicité. On parle aussi beaucoup de l'expérience patiente en établissement de santé. Et Aude Niadanou, qui est l'une des 13 femmes de l'année dernière, vous en parlerez très bien, de même que le docteur Simon en parle très bien dans le film. Mais on reste encore dans les établissements de santé. Et pourtant, il y a plusieurs structures qui voient le jour, des institutions qui ne sont pas des établissements de santé au sens strict et que j'ai rencontrées dans le cadre de la création d'Ashkind et qui proposent aux malades ou aux personnes en voie de guérison des activités diverses, encadrées mais non médicales, connexes aux rendez-vous médicaux et qui répondent à de réels besoins de répit ou de reconstruction de l'estime de soi. Connexe pour ces activités, en fait, ça n'est pas du tout le bon terme, parce qu'il place ces activités sur le côté alors qu'elles devraient être complètement intégrées et complètement financées. D'ailleurs, des études sur plusieurs centaines de patients sont en cours. Aucun doute que les premiers résultats prouvent et prouveront encore le bien fondé et finalement l'économie réelle pour la société, la vraie valeur, donc, d'une santé qui intègre tout, qui s'inscrit au cœur de ladite société et qu'on peut qualifier, cette fois-ci correctement, et merci Arnaud, d'holistique. Reste maintenant au pouvoir public de s'en emparer et de les reconnaître, ces activités, comme partie intégrante et légitime du système de santé. Cette table ronde va vous parler, si vous le voulez bien, de ces activités, bien sûr, au travers de femmes qui les ont mises en place souvent contre vents et marées et que personnellement, je ne suis pas la seule, j'admire profondément. Et juste pour finir, si je devais rester de manière provocatrice dans l'économie de la santé, je dirais que c'est en s'occupant de manière pertinente et globale du patient et de son entourage qu'on fera de réelles économies de santé sur le long terme, voire que nous créerons de la valeur par le biais de cercles vertueux, comme l'a si bien dit Sabrina dans le film. Claire Compagnon, vous êtes déléguée interministérielle chargée de la mise en œuvre de la stratégie nationale autisme au sein des troubles du neurodéveloppement. Et vous êtes ici parce que vous avez mis en place une politique publique dont l'un des engagements majeurs est la mise en place d'une plateforme de dépistage et d'accompagnement des troubles du neurodéveloppement chez les enfants. Ce que les gens ne savent pas du tout, c'est que vous avez été de l'autre côté de la barrière, dans le milieu associatif, et que vous êtes une pionnière, puisque vous avez été l'une des premières femmes en France à avoir inclus le patient dans le soin et l'accompagnement, à vous être battue pour la reconnaissance des besoins des patients et de leurs familles, notamment dans votre lutte contre le sida. Et vous êtes donc toujours partie des personnes. Merci, chère Claire, Madame la déléguée, d'avoir accepté d'être parmi nous. L'une des 13 femmes de santé mises en lumière cette année, Sabrina Lebar, a écrit dans son interview écrite, je cite, « J'espère qu'on aura progressé au sujet de la prise en charge globale. Je n'aime pas le terme prise en charge. Cela nous renvoie à une image de poids. Mon petit doigt m'a dit que vous n'aimiez pas non plus ce terme prise en charge et que vous préfériez accompagnement. » Je vous cède la parole. Bonjour Alice, bonjour à toutes. Merci en tous les cas de m'avoir associée à cette initiative et de montrer qu'effectivement la question de la sororité entre toutes ces femmes
essentiel, et d'autant plus dans ce secteur de la santé où la question de l'alliance, du partenariat, de la coopération est essentielle. Oui, effectivement, j'aime pas beaucoup le terme de prise en charge. Ça fait globalement référence à l'idée d'une charge, d'un poids, d'une difficulté. Certes, les personnes qu'on accompagne et qu'on prend en charge, pour reprendre l'expression, sont souvent en difficulté, mais justement, l'important, c'est de leur restaurer leur capacité de personne, leur capacité de sujet, et de les aider à être accompagnés, ce qui veut dire bien évidemment les former, les informer, leur donner les moyens de se restaurer en tant que sujet. Voilà, ça c'est une chose importante. Vous faisiez référence à mon côté, d'un côté ou l'autre de la barrière. Je sais pas si j'ai pas du tout l'impression, moi, d'être d'un autre côté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, je suis ce qu'on appelle un haut fonctionnaire en charge d'une politique publique pour le gouvernement français, mais j'ai pas changé. Voilà, j'ai pas changé. Alors j'ai pris en compte un certain nombre de contraintes, bien évidemment, qui sont celles qu'on a quand on pilote des politiques publiques, surtout dans cette période de crise sanitaire. Mais les valeurs qui me portaient dans mes engagements associatifs, que ce soit dans la lutte contre le sida ou dans la lutte contre le cancer, sont toujours les mêmes, c'est-à-dire les personnes, la co-construction avec les personnes, l'intégrité, bien évidemment, enfin tout un tas de valeurs que je pense que nous partageons et qui sont essentielles, quel que soit le côté de la barrière. Voilà. Alors après, il y a des choses qui sont plus difficiles quand on est un haut fonctionnaire, évidemment, mais j'ai l'impression d'être un peu atypique dans ce domaine-là, en tous les cas. Merci beaucoup, Claire. Sur le projet, je ne sais pas si c'est le... Voilà, je pense c'est important pour nous tous de dire... Hein, on méconnaît aujourd'hui complètement. J'ai souvent l'habitude de dire qu'on laisse ses enfants sous les radars. Il y a à peu près 5 à 10% des naissances chaque année qui concernent des enfants qui ont ce qu'on appelle des troubles du neurodéveloppement. Alors, il y a l'autisme que tout le monde connaît, dont on parle, pour dire en général que la politique de l'autisme en France ne va pas, et ça a été le cas pendant longtemps. J'espère qu'on est en train de rectifier le tir. En tous les cas, je m'y attelle. Voilà, mais il y a aussi tous les enfants 10, tous les enfants qui ont des troubles du développement intellectuel, qu'on appelait auparavant et qu'on continue à appeler les déficients intellectuels. Mais là aussi, on voit bien qu'à partir du moment où on parle de déficience, on ne parle pas des compétences des gens et de leurs capacités. Voilà, donc c'est tout un groupe comme ça de personnes qui ont ces difficultés-là. Et on sait aujourd'hui, parce que les neurosciences nous ont appris ça, qu'il faut aller très très vite pour les repérer, pour les diagnostiquer et surtout pour intervenir, parce que, et ce n'est pas les médecins qui sont avec nous qui diront, voilà, le cerveau de ces petits-enfants a quelque chose de magnifique qui fait qu'on peut rectifier des trajectoires développementales et qu'on évite ainsi des pertes de chance qui se concrétisent dans le cas-là par du handicap. Donc, c'est extrêmement important d'agir vite. C'est tout le sens de ce dispositif qu'on installe un peu partout sur le territoire national. Voilà, je ne vais pas prendre tout le temps de parole, mais voilà ce que je voulais dire sur cette question-là. Et bien évidemment, l'important, c'est les deux mots importants, c'est agir tôt. Voilà, agir tôt, ça veut dire de former les professionnels et bien évidemment les familles à reconnaître que ces enfants ont des écarts au développement et qu'il faut agir. Et voilà, agir tôt et quelque chose est possible. Et ça aussi, je pense qu'aujourd'hui, c'est important de dire à ces familles et à ces parents que quelque chose est possible. Voilà, Alice, de façon rapide. Merci beaucoup d'avoir pris le temps et on va mettre l'adresse de la plateforme sur le site de Femmes de Santé. Alors, on vient de parler de dépistage et là, je vais faire un grand écart. C'est bien la première fois que j'arrive à le faire. On va aller dans l'après-maladie, donc même si là, il ne s'agissait pas de maladie, mais là, on va aller dans l'après-maladie. Et par hasard, il s'avère que c'est ça, on va aller dans l'après-cancer, mais ça aurait pu être autre chose et on ne va pas se focaliser sur le cancer maintenant. 3 femmes, chacune à leur tour, vont nous présenter les activités, ces fameuses activités que j'ai surnommées connexes à tort, et la façon dont elles ont mis en place, qu'elles ont mis en place, et ce que ça permet aux personnes dans l'après-maladie.
Je vais citer une phrase. Le cancer continue à faire peur. On accompagne volontiers le malade pendant la période dite des soins. Mais après, on n'a plus envie d'en entendre parler et on veut se convaincre que tout redevient comme avant. Ce sont les mots de Cécile Reboul. Bonjour Cécile. Vous êtes fondatrice et présidente de l'association Skin, qui permet la reconstruction après cancer au moyen de l'art. Vous avez vous-même suivi le chemin que vous proposez. Pouvez-vous nous expliquer en quoi l'art participe au processus de guérison, le vrai, et en quoi la fin du traitement, finalement, n'est que la moitié du chemin? Cécile, vous avez votre micro et on ne voit pas votre visage. Le micro aussi. Vous me voyez? On vous voit et on vous entend, tout va bien. Formidable. Alors, je vais vous expliquer d'abord le processus et ensuite je vais vous dire comment on fait avec Skin, avec l'association Skin. J'ai coutume de dire qu'après la bataille, on compte ses blessures. Sous-entendu, après la bataille du cancer, on compte ses blessures. Donc, ça n'est pas tant la période des soins, de la médicalisation qui est difficile, parce que c'est une période pendant laquelle le corps médical s'occupe de vous garder en vie. Donc c'est une période pendant laquelle on est l'objet de tous les soins. Et jamais à ce moment-là, le mot patient ou patiente n'a pris autant le sens qu'on lui donne. Il s'agit de patienter. Donc on n'est plus aux commandes de sa vie. Or, ce que je vais vous expliquer, c'est que quand le cancer intervient brutalement dans la vie, quand il fracasse littéralement notre trajectoire de vie, nous ressentons le vide et nous ressentons l'incompréhension. Or, la nature a horreur du vide, on le sait, et on a besoin d'explications à ce moment-là. Alors, pour redonner du sens au chaos et pour faire taire la douleur, nous allons passer par la création, par ce qu'on appelle la métamorphose artistique. Et la métamorphose artistique du réel permet de redonner du sens, permet de voir le monde autrement et permet de surmonter aussi ses défaillances. Voilà le processus Skin. C'est toute la fonction de l'artiste Skin qui va intervenir auprès d'une patiente et aujourd'hui d'un patient. Et c'est aussi probablement la fonction du sentiment de beauté. C'est pour ça qu'on dit souvent guérir durablement par le beau avec Skin. Donc, on part du parcours de soins et on arrive au parcours de soi. Skin propose deux axes. Le premier, je vais vous parler du premier qui a moins d'importance que le second et qui intervient depuis 2019, depuis début 2019. Nous offrons avec Skin des ateliers collectifs, des ateliers créatifs et de bien-être, par exemple du théâtre, atelier clown, atelier écriture, atelier danse, etc., atelier sophrologie, à nos femmes et à nos hommes Skin tout au long de l'année. Nous offrons également des sorties culturelles au théâtre, au musée, des visites guidées d'expositions temporaires à tout ce collectif de patientes et de patients, ce qui est l'occasion pour elles et eux de sortir de leur isolement, de sortir de leur solitude, de leur sentiment de solitude, de se mêler les unes et les uns aux autres, de prendre plaisir aussi à être ensemble et à voir des choses jolies et récréatives. On les invite également à des événements ponctuels ou à des événements récurrents annuels, comme par exemple le rallye des Amazones. On leur donne l'occasion à ce moment-là de sortir de Paris, d'aller en province et de devenir copilote de propriétaires de voitures de collection lors d'une journée d'un rallye d'orientation ludique. Bon, voilà. Ça, c'est, je vais dire, la cosmétique. Mais l'ADN de Skin, c'est vraiment le binôme. C'est-à-dire qu'on met en lien un artiste avec une patiente ou un patient. L'idée, c'est justement de recréer du lien, sortir de l'habitude. Cet artiste intervient bénévolement au profit de ses patients et de ses patientes. Il porte donc un regard bienveillant sur ce qui leur arrive, non seulement sur leur maladie, mais aussi sur leur sentiment de culpabilité, sur leur souffrance, sur leur incompréhension, sur
tout ce qui les tracasse à ce moment-là, et c'est le moment précis où les gens ont cessé de vous accompagner, persuadés que tout est comme avant et que vous êtes la même qu'avant, alors que plus rien n'est comme avant, plus rien ne le sera jamais, mais vous n'êtes pas encore celle d'après. Donc c'est un moment, c'est une parenthèse vide. Et cet artiste va vous inviter à vous projeter autrement par le biais de l'art, par le biais de la créativité. Donc va vous inviter à un voyage artistique dans lequel vous allez pouvoir éprouver du plaisir. Et le plaisir, c'est un ingrédient fondamental sur le chemin de la résilience. Vous allez partager avec cet artiste, c'est-à-dire que ses patients et ses patientes se nourrissent de l'univers de l'artiste, mais inversement proportionnel, l'artiste se nourrit aussi de l'univers de la patiente ou du patient. Donc c'est un vrai dialogue artistique et humain. Et ces femmes et ces hommes vont prendre le temps de cheminer avec ces artistes. Le temps est propre à chaque binôme. Ça va de quelques semaines à quelques mois. Je cite une amie qui est présente ici, qui est passée par Skin, qui s'appelle Patricia Saint-Différé, et qui, elle, a cheminé 9 mois, le temps d'une gestation artistique avec l'artiste Karine Zibo. C'est formidable. C'était vraiment l'occasion d'une naissance. Donc, au terme de ces mois de créativité ensemble, l'association Skin va restituer ses œuvres, ses productions artistiques ou ses performances artistiques dans des lieux dits prestigieux, comme des galeries d'art, des salles d'apparat de mairie ou des scènes de théâtre. Et c'est fondamental, c'est très symbolique en fait de ce retour vers l'après, de ce que ces femmes et ces hommes sont devenus, parce que c'est le moment où ils et elles vont convier leur entourage à venir voir ce qu'ils et elles sont devenus et ce par quoi elles sont passées. Et souvent, on sait que les proches sont dans l'incompréhension, parfois même dans le déni de ce qui est arrivé aux malades, parce que c'est trop de souffrance aussi pour eux. Donc c'est le moment où le dialogue se réenclenche entre eux. Et ça, c'est fondamental aussi pour bien cheminer après. Et dans un troisième temps, je termine, dans un troisième temps, l'association Skin va exposer les photographies des œuvres et des performances à l'hôpital pour que ce soit vu par celles et ceux qui commencent leur traitement. Donc c'est un moyen de leur dire, rassurez-vous, il y a un après possible et on est là. Merci beaucoup Cécile et bravo, enfin, magnifique. Je vais passer la parole à Christine Janin. Cher docteur, vous êtes médecin, fondatrice et directrice de l'association À Chacun son Everest, qui aide des enfants atteints d'un cancer de cancer et de leucémie et les femmes en rémission d'un cancer du sein. Et vous êtes la première femme à avoir franchi l'Everest. Votre association a déjà accompagné plus de 4600 enfants et plus de 1300 femmes. Et vous dites, je cite, « L'un des enjeux actuels de la santé est de prendre la pleine et entière dimension, dans le processus de guérison, de l'importance d'une prise en charge du mental au même titre que le corps. » Pouvez-vous nous expliquer en quoi votre action répond à cet enjeu, justement, à cette dimension, et ce qui manque dans cette dimension pour qu'elle soit vraiment prise en compte par le système de santé? Bonjour, namasté, merci de m'accueillir, de partager mon expérience. J'ai eu la chance effectivement de monter sur la plus haute montagne du monde et de transformer mon Everest en plein d'Everest, d'avoir pu comprendre et rencontrer ces enfants malades et comprendre que quelque part ils avaient réalisé un Everest et développé des qualités incroyables, intrinsèques, de courage, de volonté et tout pour atteindre leur Everest, la guérison, mais que cet après-Everest, cette redescente, elle est très compliquée. Alors, j'ai fait de manière un peu intuitive les premiers séjours et je me suis rendu compte, donc ça fait 26 ans, à quel point cet après-cancer était complètement délaissé et combien c'était important de soigner vraiment l'âme, de soigner le mental après le corps. Le corps, c'est bien, on soigne de mieux en mieux et tant mieux, les enfants et bien sûr maintenant les femmes. Mais après, il y a cette période, ce vide, ce vertige, j'allais dire, après le sommet de cet après. Les femmes, on leur dit de revenir 6 mois après un programme absolument très chargé de soins, de chimiothérapie, de rayons, etc. Et puis tout d'un coup, là, il y a le vide. Donc j'ai eu cette intuition de créer ces séjours à une époque où ça ne se faisait pas trop, de prendre des enfants, de les accueillir ici à Chamonix et pendant une semaine, de les faire retrouver leur corps à travers du souffle, à travers de l'escalade, de la marche et tout. Et puis maintenant d'associer les femmes
où j'associe tous ces soins de support, tous ces soins dits holistiques, de méditation, de sophrologie, de massage, de qigong, de pleine conscience, mais bien sûr tout ce qui est aussi soins psychologiques et soins du corps à travers la marche, l'escalade, etc. Pour leur permettre, moi je vois des femmes qui arrivent mais complètement en état de désespérance, épuisées, fatiguées, ayant peur, et toute cette semaine va leur permettre de partager, de se réaliser qu'elles ne sont pas seules à être dans cet état, de cet après-cancer, et leur permettre, j'aime bien le mot cancer écrit Q-A-N-D-S-E-R-T, de leur permettre de prendre conscience de ce qu'elles ont vécu et de les aider à transformer leur Everest en une force, en une opportunité de changer leur vie, de le transformer et surtout d'en faire, j'allais dire, de le sublimer. Mais en même temps, ça passe par une étape où pendant une semaine, on va les secouer un peu dans tous les sens pour leur permettre de lâcher et de vraiment lâcher toutes ces peurs dans lesquelles elles sont complètement fermées, et surtout leur permettre de retrouver une énergie, des envies et d'inventer leur vie d'après, et leur permettre de vivre après, libre, fière et légère de leur cancer. Voilà, donc j'ai beaucoup de chance. C'est magique. J'avoue qu'il y a un truc qui est énorme. On fait des séjours de 12 femmes qui arrivent, qui n'ont aucune raison de se rencontrer. Et en 6 jours, voilà, elles repartent, elles sont... je les soigne. Malheureusement, je vais pas... certaines femmes sont venues chez nous comme des enfants, vont suivre leur chemin de vie et vont malheureusement pas forcément guérir. Mais elles ont eu une période vraiment de vie. Et beaucoup, heureusement, la majorité retrouve un élan de vie, change leur vie, mais vivent souvent mieux qu'avant. Voilà, donc là où je trouve aussi c'est important, c'est qu'il y a de plus en plus de centres ressources qui sont mis en place. Les hôpitaux, les médecins maintenant sont conscients de l'importance de cet après, mettent des soins un peu holistiques, d'hypnose, d'accompagnement, de méditation, de pleine conscience à l'hôpital. Donc, il y a un mouvement qui est en train de se mettre en place, et je crois que c'est à nous, associations, de donner cet élan, parce qu'à l'hôpital, malheureusement, ils n'ont déjà pas les moyens, ils n'ont pas le personnel. Voilà, il faut qu'ils soignent, et c'est à nous peut-être de leur donner envie d'ouvrir à tous ces soins, et je pense qu'il y a un vrai mouvement qui bouge. Donc, j'en suis pleine de gratitude et très heureuse. Je ne vous entends pas. Allô, allô? Alice, il faut que tu remettes ton micro. Ah oui, je vous avais Parce pas que entendu. là, c'est bon, oui, mais c'est moi, pardon, j'appuie 2 fois sur le même bouton, ça ne marche pas. Merci beaucoup, Christine, pour votre témoignage et tout ce que vous faites. Je vais maintenant m'occuper d'Alexia Cassard. Alexia, vous êtes biologiste moléculaire spécialisée en oncologie. Vous êtes partie apprendre l'art du tatouage aux États-Unis avec les grands des grands. Vous avez poursuivi cette seconde formation pour rendre votre technique, je n'ai pas trouvé le mot, alors je l'ai appelée Medical Compliant. Vous êtes fondatrice de The Téton Tattoo Shop et vous faites des tatouages au demeurant sublimes, sécurisés, de reconstruction 3D après une mastectomie. Vous dites dans votre interview sur le site femmesdesanté.fr, le parcours de soins est très pointu en France. Mais une fois la maladie traitée, les ex-malades se sentent parfois abandonnés sur le plan psychologique et social. Les aspects esthétiques, pourtant essentiels à la reconstruction, sont survolés. En quoi ce type de reconstruction permet d'aider à la guérison, la vraie, d'une part, et comment pourrait-elle se faire une place, là encore, dans le système de santé, d'autre part? Alexia, la parole est à vous. Merci Alice, et merci à Femmes de Santé de me donner la parole aujourd'hui. Je suis très honorée en tant qu'ancienne femme de science et aussi en tant qu'artiste de pouvoir apporter cette pierre à l'édifice. Le tatouage de reconstruction artistique, et je tiens à cette petite distinction, quelque chose qui était jusqu'alors un petit peu considéré comme accessoire en fait. On a une question de futilité dans l'esthétique qui
qui est souvent mise en balance de manière un peu injuste avec la survie. Or, moi, j'ai travaillé pendant presque 20 ans aujourd'hui dans le domaine du cancer et on a mis beaucoup de moyens et d'actions pour faire de la durée de vie, pour donner de la durée de vie aux patients atteints de cancer. Or, si on donne de la durée de vie et qu'elle ne s'assortit pas de qualité de vie, on peut s'interroger sur effectivement la valeur de ces années et surtout dans un parcours qui a été souvent brutal, parfois long, parfois douloureux et qui s'est souvent assorti de la perte de la confiance en soi, de son conjoint parfois, de son travail souvent, de sa place dans la société. Il ne s'agit pas seulement de rafistoler, de réparer et de reconstruire les corps sur le plan uniquement physique, mais aussi, comme l'ont dit les intervenantes précédentes, de considérer une approche un peu plus large et effectivement d'intégrer la bienveillance, le regard sur soi et l'estime de soi dans le parcours de reconstruction. Donc ce geste qui doit être fait avec beaucoup d'humilité, beaucoup de respect, beaucoup de précaution, prend une place aujourd'hui assez importante dans ce parcours parce qu'il va être aussi parfois la petite mèche qu'on va allumer et qui va permettre à ces femmes et aussi à ces hommes que j'ai eu la chance d'accompagner dans leur parcours de retrouver un petit peu ce regard positif sur leur corps pour leur permettre du coup de décentrer leur regard de leur corps et de pouvoir l'ouvrir à tout ce qui est extérieur, pouvoir retrouver l'envie de se remettre à chercher aussi du sens à sa vie, à retrouver un compagnon ou une compagne et à retrouver du travail. Et pour moi qui suis celle qui les met devant le miroir après ce geste, c'est toujours aussi très émouvant d'assister à la renaissance d'une personne qui a été bien longtemps mise dans la case patient et qui doit aujourd'hui être à nouveau acteur ou actrice de cette vie d'après qui est encore aussi un peu tabou. Donc je suis consciente de la chance que j'ai de les accompagner. Je suis consciente aussi de tout le travail qui reste à faire pour sécuriser ce parcours parce qu'effectivement cette technique n'est pas enseignée de manière digne en Europe et ne fait pas l'objet d'un encadrement ni d'une prise en charge. Et donc, j'ai la chance de travailler avec le corps médical qui m'a fait confiance. On a beaucoup d'études à mettre en place et aussi, il y a des efforts à faire sur le financement de ce type de geste qui reste un geste à la charge des patients et qui doit aujourd'hui trouver sa place. Donc, je remercie les 14 mutuelles qui aujourd'hui m'aident à financer ce geste et j'appelle les autres structures à nous aider à rendre voilà, cette estime de soi si essentielle après la maladie. Cette fois, j'enlève le micro. Merci beaucoup, Alexia, et bravo encore. Je suis un peu émue à chaque fois que je vous entends toutes parler, donc j'avoue, je vais faire une petite transition. On va partir de l'après, mais d'abord, je veux que vous vous rendiez compte, tous qui écoutez, les difficultés que l'on rencontre quand on met en place des initiatives qui sont comme ça, différentes, novatrices, hors normes, et en même temps très intelligentes et utiles. Alors, on vient de parler de l'après-cancer en l'occurrence, et du centré sur soi. Mais on sait aussi que l'ensemble de la société ne peut pas nier la personne malade et elle doit s'organiser pour l'accueillir de manière digne, équitable et humaine. Et c'est l'objet de la deuxième partie de cette table ronde. Anne-Sophie Tuzinski, bonjour. Vous êtes fondatrice de Cancer at Work et de We Are at Work, qui sont deux structures qui permettent de mieux concilier cancer, maladie et vie professionnelle. Certains vous disent sans doute, mais bon sang, quand on a un cancer, on ne travaille pas et puis on n'est pas productif. Je suis sûre que vous l'avez dû l'entendre 30 fois. Et vous auriez pu répondre, je vous cite, de toute façon, on ne peut pas continuer si on souhaite être efficace à considérer les personnes uniquement sous l'angle médical et en tenant si peu compte dans le parcours de soins de la vie familiale, sociale, en tenant si peu compte de la vie familiale, sociale et professionnelle dans le parcours de soins. Ce qui vaut pour la santé vaut également pour le monde du travail. Alors moi, je vais vous poser la question qui fâche un peu, mais qu'apporte la personne malade aux entreprises et inversement, qu'apporte l'entreprise à la personne malade? Immense richesse. Merci beaucoup Alice, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui et de retrouver toutes ces magnifiques initiatives portées par des femmes sublimes que j'admire énormément.
une immense richesse au plan humain, mais aussi au plan social, économique et sociétal. En tout cas, ce sont les convictions que je porte, que nous portons chez Cancer at Work et chez We Care at Work. Alors, au plan humain, les personnes me disent souvent, Anne-Sophie, j'ai besoin de conserver une activité, j'ai besoin de conserver une place dans la société. Certaines parlent d'utilité sociale. Et en contrepoint de cela, je sais, pour avoir travaillé 20 ans dans le secteur de l'emploi, à quel point les entreprises ont besoin de conserver et de faire grandir des talents. Une immense richesse sociale, puisque cette occurrence de la maladie qui prend place du jour au lendemain dans la vie professionnelle, eh bien, met en exergue une situation finalement assez simple, mais peu révélée, qui est celle que la maladie dans le monde du travail n'existe pas. De la même manière que la vie professionnelle dans le monde de l'hôpital n'existe pas ou très peu. De ce fait, les personnes concrètement, mais aussi celles qui les entourent dans le monde du travail, eh bien, sont isolées, font face à des difficultés. Donc finalement, ce sujet nouveau qui s'invite dans le monde du travail, eh bien, je crois qu'il constitue pour nous l'occasion de réinterroger le pacte social global dans l'entreprise et plus largement dans notre société, de s'interroger pour savoir si les politiques sociales qui sont menées bien correspondent réellement aux besoins exprimés par les personnes et donc de rapprocher les besoins et des solutions concrètes. Une immense richesse aussi au plan économique, et pour moi qui suis une femme d'entreprise et une chef d'entreprise, cette question-là est essentielle et vous l'avez posée au début dans votre introduction. Moi, j'aimerais, et c'est un des vœux les plus forts de forme, qu'on sorte enfin d'une approche comptable qui vise à réduire les coûts pour entrer dans une approche économique et avancer vers une richesse du coup sociétale à l'échelle de notre société. On oublie souvent en fait Pauline, je lance un appel. On a perdu Anne-Sophie, me semble-t-il. Peux-tu me confirmer ça? Oui, je crois qu'elle a un petit souci de réseau. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on passe la parole à la femme qui doit intervenir après le temps que Anne-Sophie revienne. Du coup, Léa, vous allez prendre le relais. Alors, Léa Moukanas. Léa, vous êtes fondatrice et présidente de l'association AIDA qui regroupe plus de 2500 bénévoles, dont la plupart ont moins de 18 ans et qui s'engagent. Qui ont dit qu'ils s'engagent, on parle de 124 000 heures d'engagement, donc ce n'est pas un petit engagement, en faveur d'autres enfants et de jeunes de leur âge qui sont, eux, hospitalisés et qui ne reçoivent pas de visite de jeunes à l'hôpital. La plupart du temps, il est vrai, ce sont les personnes plus âgées, les parents, ou alors dans l'autre sens, les enfants des personnes plus âgées qui vont visiter. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler de l'importance de cette nouvelle génération dans l'accompagnement, en quoi elle l'est finalement, et puis aussi la notion de comment finalement la convaincre, puisque ce n'est pas dans les habitudes des jeunes générations, ce n'est pas traditionnel, de son rôle dans cet accompagnement. Merci beaucoup Alice pour votre question. Merci beaucoup à tous. Je suis très honorée déjà, avant de commencer, d'être parmi vous. Il y a beaucoup de femmes autour de la table qui sont des femmes qui m'ont donné envie de m'engager il y a quelques années. Et donc, je ne vous cache pas être un peu émue aussi d'être à vos côtés ce matin. Alors, dans votre question, il y a une notion très importante qui est la question de place
Et je pense que pour vous répondre à la question, je vais vous raconter l'histoire rapidement d'Aïda. Quand on a créé Aïda, on avait 14-15 ans, on était au collège et au lycée. Aïda, c'était ma grand-mère qui est tombée malade et j'ai rencontré le milieu de l'hôpital à ce moment-là la première fois. Et c'est vrai que quand elle est tombée malade, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres jeunes de mon âge qui avaient la même maladie qu'elle. Et j'ai essayé de m'engager et on m'a dit « Ah non, t'es trop jeune, reviens quand tu auras passé ton bac ou reviens quand tu seras plus âgée ». Et à ce moment-là, j'étais très marquée parce que j'avais très envie de m'engager. Il y avait beaucoup de jeunes dans ma promo qui, par ailleurs, avaient très envie de s'engager aussi avec moi et qui n'ont pas pu le faire et à qui on a dit qu'ils n'avaient pas leur place. Donc, je suis très émue que la question que vous posiez aujourd'hui soit quelle est leur place dans le système. Pour répondre à ça, je dirais donc 2 points. D'abord, leur place est essentielle puisqu'on se rend compte à l'hôpital que les jeunes qu'on accompagne sont des jeunes adolescents, des jeunes adultes qui vont être en transition entre le monde de l'enfance et le monde adulte, qui vont être entourés d'adultes à l'hôpital, ce qui est extrêmement important dans leur parcours de soins, mais ce qui les éloigne quand même de leur environnement naturel qui est d'être entouré de jeunes. Et donc, il y a cette notion de pair à pair qui va être extrêmement essentielle ici. Alors, qu'il était déjà avant la crise qu'on est en train de traverser, qui a pris encore plus de sens pendant la période pendant les périodes de confinement, puisque pendant le premier confinement, nos équipes sont restées en visio tous les jours avec les jeunes et pendant le deuxième confinement, nos équipes restent mobilisées à l'hôpital et donc on a vraiment un engagement de jeunes pour d'autres jeunes qui est assez important et qui permet de partager ce même langage-là et de considérer le jeune à l'hôpital comme étant un jeune avant d'être un malade. Donc ça, c'est extrêmement essentiel et donc oui, ils ont une place dans ce système-là. Et le deuxième point, la deuxième question qu'on soulève, c'est comment est-ce qu'on les convainc de s'engager. Alors j'ai envie de vous dire qu'on n'a pas besoin de les convaincre parce qu'on est une génération qui a profondément envie de s'engager, on a interrogé des bénévoles chez Aïda, il y a 70% des jeunes qui se sentent impuissants face au monde de demain dont on a tant parlé pendant la pandémie. Donc je pense qu'il y a cet enjeu finalement à nos âges d'être acteurs du monde dans lequel on grandit, acteurs du monde dans lequel on va élever nos enfants demain et on espère que ce sera un monde qui sera axé autour de la santé, autour des sciences, autour de l'éducation. En tout cas, on fait au maximum chez Aïda pour que ce soit le cas. Je rappelle, Léa, en plus, même si ça, je ne veux pas faire du jeunisme, hein, mais quand même, vous avez 21 ans, hein, si je ne m'abuse. C'est ça, j'ai 21 ans. Voilà. Ça, c'est une petite leçon. Donc, on va repasser. Anne-Sophie, je crois que vous levez la main. Je vous vois. Donc, on va vous recéder la parole. Je vous laisse continuer ce que vous étiez en train de dire, conclure ce que vous nous disiez parce que c'était extrêmement important. On vous redonne la parole. On l'avait passé à Léa pour pouvoir continuer l'événement. Je coupe mon micro. La parole est à vous. Merci beaucoup, Alice. Et pardon, ce sont les joies du télétravail et des réseaux qui peuvent être, des connexions qui peuvent être variées en direct. Oui, je vous disais que finalement, ce qui se joue dans l'emploi des personnes malades ou dans l'inclusion de la vie professionnelle dans le monde du travail, eh bien, c'est finalement peut-être en partie la pérennité de notre système de santé. Aujourd'hui, une grande partie des revenus de la sécurité sociale eh bien, produisent des cotisations des actifs et ce dont on se prive en laissant au banc de la société les personnes malades après la maladie, alors qu'elles ont envie de travailler, alors qu'un grand nombre d'entre elles ont su transformer cette expérience de vie en richesse, en compétences douces, comme les appellent les recruteurs. Eh bien, c'est aussi peut-être de notre système de santé et c'est peut-être la santé de nos enfants qu'on hypothèque. Donc finalement, il n'y a aucune raison de ne pas travailler ensemble à mieux concilier les cancers et plus largement les maladies avec le travail et la vie professionnelle. Et c'est ce à quoi nous nous employons chez Cancer at Work comme chez We Care at Work. Alors de 2 manières. Cancer at Work, c'est un club d'entreprise dont la vocation est la mobilisation des dirigeants pour les inviter à entrer en action et à faire exister ce sujet de la maladie dans leur entreprise, dans leur politique sociale, mais aussi dans leur pratique et finalement dans leur stratégie. Et puis We Care at Work, c'est une start-up de malades, puisque nous avons intégré dans notre processus de recrutement la compétence, expérience de vie de la maladie.
Donc, nous sommes majoritairement d'anciens malades qui œuvront chaque jour dans les entreprises pour leur apporter des conseils, de la formation ou de la mise en place d'accompagnement individuel ou collectif. Voilà ce à quoi l'équipe Cancer at Work et l'équipe We Care at Work travaillent au quotidien, œuvrer pour une meilleure inclusion des personnes malades de la maladie dans le monde du travail et une meilleure inclusion de la vie professionnelle dans le monde de la santé. Merci beaucoup Anne-Sophie. Merci. Merci à vous. Je vais passer la parole à Françoise Héline. Vous êtes psychologue clinicienne, directrice d'un réseau de santé plurithématique SPES, cancérologie, soins palliatifs, gérontologie et accès aux soins. Vous êtes surtout ici en tant que présidente et cofondatrice de l'association nationale JEUD, Jeunes Aidants Ensemble, JADE, qui soutient les jeunes aidants en France. Ces jeunes qui passent sous les radars et qui sont un peu les oubliés de la société finalement, alors qu'ils font partie finalement intégrante du parcours de santé. Vous alertez et vous écrivez que la prévention et l'accompagnement de ces jeunes en situation d'aidance constituent une urgence de santé publique. Est-ce que vous pouvez nous en parler dans les 5 minutes qui restent? Merci. Je suis, comme toutes les femmes, très honorée d'être là ce matin. Peut-être un petit message assez spécial à Léa. Je pense que même si je n'ai plus, et depuis très longtemps, 21 ans, j'ai toujours eu un regard, parce que je suis pédopsie, très tendre et très sincère à l'égard de la jeunesse. Et je pense que, quelle que soit cette jeunesse, c'est une jeunesse qui a à nous apprendre, une jeunesse humaine, une jeunesse solidaire et une jeunesse engagée. Les jeunes aidants, il y en a partout, dans toutes les salles d'attente, à tous les coins de rue et dans toutes les classes. En France, aujourd'hui, nous n'avons pas encore de chiffres consolidés, mais si nous regardons dans d'autres pays bien plus en avant sur cette thématique où des tas de travaux de recherche et d'études ont eu lieu, je parle de la Grande-Bretagne, je parle de l'Espagne, je parle de la Suisse et de la Belgique notamment, nous avons en France plus de 700 000 jeunes aidants. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des jeunes de moins de 18 ans qui tous les jours apportent une aide au quotidien d'un parent malade, qu'il s'agisse d'une maladie grave, qu'il s'agisse d'un handicap moteur ou d'un handicap mental. Nous avons en France et en Occident une façon très particulière de laisser la place à cette jeunesse. Quand cette jeunesse quitte sa sphère de l'insouciance, de l'innocence, de la légèreté, eh bien nous sommes dérangés. Quand j'ai commencé à m'intéresser à cette population, c'est lié au métier que décrivait Alice, c'est-à-dire que ça fait plus de 30 ans aujourd'hui que avec des médecins, des infirmiers, des travailleurs sociaux, dans une équipe pluridisciplinaire et d'experts en soins palliatifs, en cancérologie, en gérontologie. Notre particularité, c'est que nous travaillons en ambulatoire, comme on dit, c'est-à-dire hors les murs de l'hôpital, au domicile. Et depuis maintenant plus de 14 ans, j'ai rencontré de plus en plus souvent en Île-de-France ces jeunes qui accompagnaient, qui faisaient les courses, qui faisaient le ménage, qui allaient à la pharmacie chercher les médicaments, qui était un soutien moral, qui aidait les parents au déplacement dans la maison. Et s'ils n'avaient pas été là, eh bien le maintien au domicile de ce parent malade, quel qu'il soit, père, mère, frère, sœur, grand-père, grand-mère, n'aurait pas été possible. Cette jeunesse est une jeunesse qui est pour moi une jeunesse sacrifiée. Il faut que vous sachiez 3 choses. C'est que l'incidence sur ces jeunes aidants qui aident plus d'1 heure par jour, voire 4, 6 heures pendant les week-ends, tout ça en menant de front une scolarité compliquée, difficile. Les jeunes ne sont pas assez accompagnés parce qu'ils ne sont pas reconnus. Eux-mêmes ne se désignent pas comme jeunes aidants. Nous savons qu'en France, il y a plus de 11,5 millions, de 11,5 millions, excusez-moi, d'aidants. Eh bien, en France, il y en a plus de 700 000 qui ont moins de 18 ans et beaucoup plus. Quand je me suis intéressée à cette question, à cette place particulière des jeunes aidants, je me suis dit qu'il fallait faire une revue de littérature scientifique.
Rien en France. Nous sommes en 2012. Pas un mot, pas une étude, pas une recherche, invisible. Depuis 2013, grâce à une rencontre avec une réalisatrice, nous avons créé un dispositif qui est le dispositif phare de l'Association nationale Jeunes Aidants Ensemble Jade. Ce sont des ateliers cinéma-répit, des ateliers qui vont permettre aux enfants de souffler. Ils ont besoin de répit comme les adultes, mais aussi leur donner un matériau qui est l'audiovisuel, qui est non discriminant sur le plan scolaire et sur le plan du niveau socio-culturel, et avec lequel ils vont pouvoir nous dire ce dont ils ont besoin, nous dire ce qui est compliqué pour eux. Les enfants ont et nous expliquent 3 incidences plutôt négatives sur lesquelles il va falloir, et nous avons été entendus, car lors de la présentation du plan Agir pour les aidants, en octobre 2019, le Premier ministre, à l'époque Édouard Philippe, Agnès Buzyn, la ministre de la Solidarité et de la Santé de l'époque, et Sophie Cluzel, ont ouvert un axe qui s'appelle « Épauler les jeunes aidants ». Ces jeunes aidants, ils ont des incidences sur leur vie sociale. Ils sont discriminés par les autres, donc ils en parlent peu à l'école, peu auprès des amis. Ils n'ont pas très envie que leurs amis viennent à la maison parce que c'est compliqué pour eux. Il y a une incidence majeure sur leur santé. 72% de ces jeunes aidants ont un sentiment de fatigue, une asthénie avérée. 62% ont des troubles du sommeil, 60% ont des troubles anxio-dépressifs et 60% se disent que tous les matins, c'est difficile d'aller à l'école. Ils sont plus à risque que les autres de décrochage scolaire, d'absentéisme perlé. Il nous faut les repérer, les accompagner, les écouter. Mais ce n'est pas simplement que des incidences négatives. Ces enfants développent aussi ce qu'on appelle des vulnérabilités capacitaires. Ils sont plus matures que les autres, ont une vraie propension à la résilience et ont surtout des qualités humaines que nous verrons dans leur parcours professionnel, ils vont mettre en œuvre grâce à ce qu'ils ont acquis à l'égard d'autres populations eux-mêmes fragiles et vulnérables. Se préoccuper de la jeunesse, c'est se préoccuper de notre avenir et levons ce voile, soi-disant pudique, sur cette jeunesse qui fait que nous, parents et adultes, nous sentons mis en dépôt parce que d'autres, nous semble-t-il, ne sont pas à leur place. Ils nous prouvent le contraire. Merci. Merci. Je crois que c'est très clair. C'est effectivement une urgence de santé publique et il ne faut pas minimiser ces enjeux-là pour la société. Ça, c'était la fin de la table ronde de la société. Je ne vais pas en faire la conclusion, je m'en sentirais bien incapable. Et donc, je vais céder la parole à 2 membres du comité d'organisation Femmes de Santé, dont à Patricia Saint-Siféré, qui est l'une des 13 femmes de l'année dernière, et donc le docteur Isabelle Usan. Je vous cède la parole, mesdames, à vous de parler, et je m'efface. Bonjour, merci de me donner la parole. Docteur Isabelle Usan. Je suis ravie d'appartenir à ce collectif de santé et très émue de tout ce que j'ai entendu ce matin, qui me touche personnellement, bien sûr, car on a tous dans notre parcours vécu des événements qui nous font appartenir aux différentes situations que nous avons entendues. Et j'ai en même temps trouvé qu'il y avait beaucoup de bon sens. Donc à la fois émotion et bon sens sont les mots qui me viennent à l'esprit. Alors, de par mon activité quotidienne de médecin radiologue, je suis au cœur du suivi des patients, de l'annonce du diagnostic, puis du suivi pendant le traitement, et enfin lors des visites de contrôle à distance. Et c'est ce suivi après la maladie qui est quelque chose dont j'ai pris conscience au fil des années en écoutant les patients me raconter leur difficile réinsertion. Et j'ai donc compris que la santé ne se limite plus au simple traitement médical de la maladie. Jusqu'ici, on disait que c'est l'annonce de la maladie qui est le plus traumatisant, puis aussi le suivi des traitements lourds. Or, on est en train de se rendre compte que l'après-traitement est tout aussi important et qu'il a été négligé par le corps médical. J'ai aussi compris que le couple médecin-malade doit se renforcer et perdurer, car nous ne sommes plus dans une dualité entre un sachant et un patient. Patients et médecins doivent avancer main dans la main. On commence d'ailleurs à accepter que la guérison est associée au bien-être et à la confiance patient-médecin. J'ai aussi compris que le patient peut devenir sachant
par son expérience de la maladie et devenir un patient partenaire. Enfin, j'ai compris que le patient doit être pris en charge ou accompagné, comme il a été dit, de manière globale, avec son histoire, son vécu, sa personnalité, et qu'il doit se réapproprier son parcours vers la guérison avec un ensemble de thérapies médicales, mais aussi paramédicales. Le soin d'aujourd'hui doit donc prendre en compte le patient dans sa globalité en soignant le corps et l'esprit. Il s'agit de soigner l'être tout entier, c'est-à-dire que l'on va s'intéresser à tout ce qui compose l'être humain, sa dimension psychique, psychologique, corporelle, physique, nutritionnelle et artistique pour le rendre vivant et soigner son choc post-traumatique. Enfin, l'aider à retrouver sa place dans la société en améliorant son rapport aux autres, son image, sa relation en rompant l'isolement, et aussi sa réinsertion dans le monde du travail afin de créer une économie de santé positive. Et sur ce sujet, je vais passer la parole à Patricia. Merci beaucoup Isabelle. Je suis également très émue puisque c'est vrai que j'ai eu le bonheur et la joie de croiser sur mon parcours de guérison voilà, Christine et Cécile notamment, et puis d'autres personnes aussi. Moi, ce qui me parle le plus ce matin, ce qui m'émeut le plus, c'est finalement cette reliance, ce témoignage de routes qui convergent autour de la personne, qui n'est plus finalement le patient, mais qui est bien la personne dans toutes ses composantes. Alors, qu'elle soit jeune ou moins, qu'elle soit soignante ou bénéficiaire. Moi, c'est vraiment ça qui m'a touchée finalement, de dire, voilà, ces femmes de santé, ce collectif s'adresse à la personne dans un parcours, à un moment de sa vie, mais qui parle bien de la vie, en fait, dans toutes ses composantes. Moi, je m'intéresse beaucoup à la résilience professionnelle, donc au-delà de la question de la maladie, mais ça passe aussi par parfois des sujets aussi de rebond entrepreneurial, voilà, d'histoire, d'accidents de parcours ou de la vie. Et je me suis toujours demandé, en fait, qu'est-ce que ces accidents de la vie, ces bifurcations pouvaient apporter différent au monde du travail. Et il a été posé, en fait, cette notion de la métamorphose. Et la métamorphose, c'est comment, finalement, cette chenille, dans un parcours douloureux, qu'on appelle la chrysalide, qui se fait souvent à l'abri du regard, vient libérer, finalement, une ancienne chenille qui a appris à voler, en fait un papillon. Et comment ce papillon, il se pose à différents endroits de la vie, et en particulier dans la vie du monde du travail. Et c'est vrai qu'il a été posé qu'il y avait un sujet d'urgence en termes de santé publique, mais je pense qu'il y a un enjeu aussi voilà, d'urgence sociétale à pouvoir faire en sorte, et ça c'est vraiment toute la mission aussi d'Anne-Sophie Tuzinski sur la partie Cancer at Work, comment ce papillon, quand il revient dans le monde du travail, on ne lui brise pas les ailes. Et comment finalement, fort aussi de ces expériences, puisque le paradoxe en fait de ces accidents de parcours et ces accidents de la vie, c'est que c'est à la rencontre de notre vulnérabilité qu'on découvre bien souvent sa force. Donc, comment tous, autant que nous sommes, avec la place qui est la nôtre, on concourt à protéger cet espace-temps singulier qui est effectivement le parcours de soins et de l'après-soins, tout en n'oubliant jamais que voilà, ce papillon est effectivement une ancienne chenille, mais qui a développé autre chose et qui a une contribution vraiment importante, encore une fois, quel que soit son âge, quelle que soit son origine, quelle que soit la cause de sa vulnérabilité de départ. C'est tout ensemble qu'on a l'occasion, effectivement, aujourd'hui, à partir de nos adversités, à partir de finalement ce dénominateur commun, la véritable égalité entre nous tous autour de cet ordinateur aujourd'hui, la seule égalité que l'on ait, c'est cette vulnérabilité. Et bien, comment fort de cette vulnérabilité, nous pouvons ensemble finalement construire, bâtir, rebâtir une nouvelle société qui s'entend dans son sens le plus large, et puis qui s'entend aussi dans le monde du travail qui m'est particulièrement cher. Donc, je suis ravie. Bravo Alice, bravo toutes les équipes, bravo voilà, à ce collectif et qui nous donne l'occasion de découvrir des parcours aussi incroyables que ceux-là, avec des personnes qui viennent de champs totalement différents qu'on n'aurait pas pensé croiser à un moment-là, et qui sont là. Moi, je trouve que ça donne beaucoup de foi et beaucoup d'espérance, et voilà, beaucoup de gratitude aussi. Merci.
Merci à toi, Patricia. Moi aussi, je suis émue là, du coup. Bon. Alors, le show must go on. Je reprends la parole et là, je vais la céder en fait à Emmanuel Pierga. On est à la séance des sessions. On va avoir 10 minutes max de questions et je conclurai. Et on va, pour ceux et celles qui sont arrivés en retard pour le film, à la fin de ma conclusion très courte, hein, juste clôture de l'événement, repasser le film pour celles et ceux qui veulent rester un peu sur le groupe et revoir le film de ces 13 femmes qui ont été mises en lumière aujourd'hui, qui sera de toute façon en ligne. Emmanuel, la parole est à toi. Oui, bonjour à tous. Alors, d'abord, je voulais dire qu'on était plus de 100, hein, tous en ligne. On a été près de 115, tous connectés. Les réactions, c'est énormément d'enthousiasme. Alors, le premier enthousiasme va au film, hein, qui a suscité beaucoup d'admiration du début et en réaction au début. Et bon, donc on est très contente de ça et que ça a été bien ressenti. Alors, globalement, beaucoup d'enthousiasme. Quelques remarques. Une première remarque sur de la sémantique, en fait. Hein. Quelqu'un dit, c'est Catherine Adler, sur l'intervention de Claire Compagnon, propose d'utiliser l'expression prise en soin plutôt que prise en charge du patient. Alors, je ne sais pas, Claire, si vous avez une réaction par rapport à ce champ sémantique, mais voilà, ça a été la première réaction par rapport à ça, plutôt mettre en avant le soin plutôt que la charge. Mettre mon micro, oui. Moi qui travaille, alors j'ai un voisin, puisque je suis en télétravail, qui vient de se déchaîner sur son marteau, comme vous devez l'entendre. Donc, ça doit être un peu inaudible. Je vais parler fort. Voilà, je suis désolée, c'est le bonheur du télétravail. On entend très bien, on entend. Juste, moi qui travaille aujourd'hui dans le secteur du handicap, et donc face à des populations et des personnes très vulnérables qui ont bien évidemment besoin de soins, mais qui ne se reconnaissent pas comme des personnes malades. Et c'est important pour elles de ne pas être rattachées à cette notion de maladie. Ça peut paraître là aussi des différences sémantiques, mais ça renvoie bien évidemment à la question de leur capacité, hein, et de leurs compétences, et de leurs besoins de compensation dans la vie sociale. Et donc, la question du soin, elle est un peu éloignée de ce champ-là. Donc, c'est pour ça. Alors, c'est pas parce que je m'appelle, là, je vais faire un mauvais jeu de mots, Claire Compagnon, mais je trouve que la question de l'accompagnement des personnes, voilà, on a parlé du papillon, on a parlé du chemin de vie, on a parlé, voilà, c'est comment, à certains moments, au regard des difficultés rencontrées, on peut être accompagné dans ce parcours de vie parce que on va avoir un handicap, une difficulté sociale, une maladie ou d'autres choses. Voilà. Et donc, c'est pour ça que moi, je parle aujourd'hui, dans le secteur dans lequel je travaille, en tous les cas, de cette question d'accompagnement, qui me semble plus large que juste le prendre soin, même si, bien évidemment, l'accompagnement doit être empathique, bienveillant, enfin, tout ce qui peut caractériser aussi le soin. Voilà. Mais tout le monde n'est pas malade. Mmh. Très bien. Bon, il y a Catherine qui continue en disant le soin veut dire, alors elle fait part d'un anglicisme, take care et non pas cure, hein, le fait de soigner. Je pense qu'on aura l'occasion de reparler de ça, effectivement, sur le soin et la maladie. Je poursuis les questions. Ça, c'est une question à destination de Cécile Reboul. C'est Laetitia qui dit « Le patient lui-même souvent souhaite retourner à sa vie d'avant, comme si de rien n'était. Comment parvenez-vous à convaincre de l'intérêt du dispositif ?» Je ne sais pas si Cécile répond. Vous m'entendez, vous me voyez? Ouais.
Alors, pour répondre à cette question, tout d'abord, je dirais que je ne force personne, nous ne forçons personne avec l'association à rejoindre ce cheminement artistique. C'est propre à chacun, propre à chacune. Certains, certaines penseront retourner au travail. Alors là, on ne vous entend plus. Je pense que je ne suis pas la seule. Est-ce que je fais comme à la télé, je passe à la prochaine question ou on laisse de la chance à la technique pour revenir? Ça vient de Cécile, donc il faut que tu passes à la question d'après. D'accord. Il y a une très jolie remarque de Catherine qui dit d'ailleurs, complétant cette question, ce n'est pas sur le champ de bataille que les soldats font des dépressions, mais après, une fois la paix revenue. Hein. Et donc ça, il faut qu'on le garde en tête par rapport à tout ce qu'on s'est dit. Et je pense qu'on en est tous plus ou moins convaincus. Voilà. Après, il y a eu beaucoup d'enthousiasme, bien sûr, autour. Oui, non, je regarde si Cécile revient. Beaucoup d'enthousiasme autour du séjour, à chacun son Everest. Hein. Alors, il y a eu vous allez avoir plein de demandes, je pense. En tout cas, une pub d'enfer. Bien sûr, Alexa également. Je vous fais part de quelques très jolies citations en lien aussi avec Alexia et ce que fait Alexia pour les femmes. Et il y a Nicolas Germain qui dit « La quantité de vie se conçoit mal sans la qualité de vie, ni sans vie professionnelle. Bravo Alexia et bravo Anne-Sophie. » Bien sûr, Aïda, l'association Aïda par Léa a eu également beaucoup de... Je vous fais part des remarques parce que vous aurez l'occasion de les lire dans le fil. Sur Léa, on dit jeune mais pas petit. Hein. Donc ça, j'ai trouvé cette remarque très jolie concernant Léa et sur le fait qu'elle soit jeune mais pas petite. Cécile est revenue. Alors, Cécile. Cécile, le son maintenant, je pense. Non? Cécile parle et on ne l'entend pas, je crois. Ça, c'est les aléas de la technique. Oui, je remets Cécile. Vous m'entendez? Oui. Donc, oui. Voilà. Je disais qu'en fait, c'est très spontané. Les gens viennent à nous, comme ils iront voir Christine Janin à chacun son Everest ou retourneront directement au travail, iront voir Alexia Cassard. C'est propre à chacun. Je pense qu'on se convainc de l'utilité de ce cheminement artistique au moment où on s'engage dans ce cheminement. Voilà ce que je peux dire. Très bien. Merci Cécile. Juste une question pour Anne-Sophie. Super initiative. Alors bien sûr, il y a eu aussi pour Anne-Sophie et pour chacune d'entre vous, hein, je vous laisse lire, je ne les cite pas tous parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Il y a une question quand même pour Anne-Sophie. Sophie, accompagnement aussi à la santé mentale dans le cadre de votre initiative. Est-ce que c'est le cas? Oui, alors comme le nom de cancer à corps ne l'indique pas, il n'est pas question de discriminer sur une pathologie plutôt qu'une autre, ni dans le monde ni dans le monde du travail, ni dans la société. Donc, l'action du club d'entreprise adresse tout le champ des maladies. Parmi les plus représentés en nombre, les cancers, bien sûr, mais aussi les diabètes, les maladies cardiovasculaires et les maladies mentales. Et il en va de même pour We Care at Work, qui accompagne toutes les situations de maladie dans le champ du travail et de la vie professionnelle. Et cela concerne beaucoup de monde. J'ai été avare de chiffres tout à l'heure, mais je ne sais pas si vous avez, les participants, une idée du nombre de personnes qui aujourd'hui en France vont apprendre qu'elles ont un cancer, puisqu'il est beaucoup question de cette pathologie. Non. Eh bien, il y en a pratiquement 1200 et presque la moitié d'entre elles travaillent. S'agissant des cancers, toujours, 1 personne sur 3 quitte l'emploi 2 ans après le diagnostic. C'est beaucoup trop.
tout à fait, tout à fait. On va être obligé d'arrêter. Ben voilà, je te repasse la parole, Alice. Vous voyez sur le bandeau de chat toutes les remarques, les questions. Il y a même des gens qui se sont déjà dit qu'ils se reverraient. Hein, donc, on fait aussi club, et ce phénomène de club est important pour nous. Et je passe la parole vite à Alice, parce que comme dans toutes les émissions télé, on est en retard. Alors, on y va. Déjà, on a pas mal tenu, je trouve. Alors d'abord, je tiens à dire mes remerciements aux 13 femmes et à dire à celles qui n'étaient pas à la table ronde aujourd'hui qu'il y aura 13 films. 13 films où chacune a son film que nous allons promouvoir et remettre dans les réseaux et mettre en avant, où l'ensemble de leur projet sera présenté, valorisé et vraiment mis en avant. Ces 13 films vont être diffusés au fil de l'eau parce qu'on fait un peu de teasing pour vous. On est vraiment très heureuse que vous ayez participé à cet événement. Je vous invite à toutes et tous à promouvoir ces films, à les rediffuser, à les redispatcher. Encore une fois, l'union fait la force. Quelques petites annonces. En 2021, on veut faire un grand événement Femmes de Santé où on se réunit toutes et tous en vrai, parce que ça commence à manquer et faire des événements en vision comme ça avec un format très court, sinon tout le monde lâche, c'est compliqué. Et puis, on a besoin d'un peu d'humain. Et enfin, on a quelques petites surprises qui arrivent après cette grande saga des 13 femmes du collectif Femmes de Santé. Et n'oubliez pas, sur femmesdesanté.fr, vous avez tout et y compris le lien pour pouvoir vous inscrire et nous rejoindre. Je vous remercie. Pauline repasse le film pour celles et ceux qui n'ont pas pu le voir. Et moi, je suis heureuse que cet événement se soit bien passé. Et merci encore aux membres des comités d'organisation.